Bonjour tout le monde. Je suis Vermeil, ça fait un moment que je suis pas venu ici en bon terme. Donc je vais vous parler un petit peu de Deep Learning. Qui voit une idée de ce qu'est le Deep Learning aujourd'hui? Putain, incroyable, j'ai une sensation de déjà vu. Donc voilà, donc on disait un petit peu, la technologie a toujours permis de faire des choses, de faire de l'art avec. Et on va voir un petit peu, parce que le Deep Learning, c'est pas différent, on va voir un petit peu ce qui commence un petit peu à se tramer, quel type d'art on pourrait avoir. Puis un petit peu comment ça marche, mais pas trop dans le détail, parce que sinon c'est des slides de maths, et puis bon, les maths à Epita, on n'aime pas trop généralement. Donc voilà, rapidement. Aujourd'hui, je suis un doctorant au labo de Toulon, où je donne aussi quelques cours. Coucou à des étudiants s'ils me regardent sur le stream. Je travaille aussi, donc je fais une thèse CIFRE où je travaille chez Hexaglobe. On fait de la vidéo pour certains sites très connus. Je suis un Epita 2015 et je suis responsable des marais salants qu'il y a devant l'école, là, qui arrivent de plus en plus, notamment sur Epita Premium. Donc, on va parler aujourd'hui de NeuralNet, mais surtout de ConvNet. Et vous avez entendu parler de Convolutional Neural Network à peu près partout dans la presse si vous la suivez. Et ça a l'air d'être magique, voire encore plus magique que les licornes. Donc, qu'est-ce que c'est rapidement et comment est-ce que ça marche? Alors d'abord, pour parler de Convolutional Neural Network, il y a Convolutional et Neural Network. Neural Network, je ne vais pas trop en parler, je vais parler de Convolutional pour juste construire une idée de comment ça se passe, de comment ça marche. Donc, d'abord, il faut se poser une question, qu'est-ce que c'est une convolution? Convolution, c'est relativement con. C'est on prend une petite grille, petite, de quelques valeurs, et puis on va la passer sur l'image à chaque fois. Donc là, on prend un pixel, et on va multiplier la valeur des pixels par les valeurs de la petite grille, additionner le tout, et on a une image résultante, très globalement. Donc si on met des valeurs intelligentes dans cette petite grille, par exemple ici, où on va faire la différence entre ce qui se passe à gauche et à droite du pixel qu'on est en train d'analyser, en fait, on se retrouve avec une sortie qui peut avoir du sens. Par exemple, on peut faire de la détection de contours, on peut faire de la détection d'arêtes verticales, horizontales, etc. en fonction des points qu'on met à l'intérieur. Donc ça, c'est le début d'une convolution. Sauf que mes images, moi, elles sont pas souvent noir et blanc. Elles sont souvent, elles sont en rouge vert bleu, quoi. Elles sont RGB. Donc comment ça se passe? C'est à peu près la même chose. En fait, il y a 3 fois l'image, une fois en rouge, une fois en bleu, une fois en vert. J'ai mes petites grilles de valeurs, et à chaque fois, je la fais passer en parallèle sur les 3 couches en même temps, sur les 3 canaux en même temps. Je somme le tout et j'obtiens à chaque fois un résultat qui est là. Et donc, il y a une idée qui va commencer à être un petit peu intéressante, c'est que si on prend une convolution qui va détecter des arêtes horizontales, qu'on prend aussi une convolution qui détecte des arêtes verticales, et ben peut-être que par-dessus ça, on pourrait refaire une convolution qui va détecter du coup des angles, et puis si on a détecté des angles, on refait une convolution qui va détecter encore des nouveaux trucs, et se bâtir comme ça une hiérarchie de détection. Et cette idée, elle est vraiment fondamentale. Et c'est comme ça qu'on crée un Convolutional Neural Network. C'est qu'en gros, on a une image, on lui fait passer des convolutions qui détectent plein de trucs différents. Des petits trucs qui sont tout petits sur mon image à la base, genre 3 par 3 pixels. Mais ces trucs-là, on va les réenvoyer dans des nouvelles convolutions pour détecter, en fait, si j'avais détecté une arête horizontale et une arête verticale, paf, en fait, peut-être que je détecte un angle. Et puis quand je détecte des angles, je vais les rebalancer à des convolutions qui va peut-être détecter, en fait, quand j'ai 4 angles dans des directions différentes, ça me fait un carré, etc., etc., etc. Et donc à chaque fois, je détecte des informations sur une toute petite zone de mon image et je le balance à un truc qui va faire encore à chaque fois des petites agrégations locales, et hiérarchiquement. Tant et si bien qu'à la fin, la convolution qui a tout au bout, elle a vu une grosse partie de l'image et elle a pu concevoir quelque chose de relativement global et de relativement intéressant sur l'image. Et donc c'est un petit peu ce qu'on voit là ici, les premières convolutions dans un réseau de neurones. Elles détecter ça, des petites arêtes. Puis ensuite on agrège, et puis au milieu on aurait détection de nez, d'œil, des trucs comme ça, des bouts de visage. Et puis plus tard on aurait des convolutions du coup qui donneraient des grosses valeurs pour des visages entiers. Donc c'est vraiment cette idée, à chaque fois on abstrait et on construit une représentation hiérarchique du truc. Est-ce que pour le moment ça va? C'est cool, ça va pas aller beaucoup plus loin. Donc, viva la convolution. Donc,
La question quand même, c'est que je vous ai parlé, donc avec ça on peut faire enfin vous avez vu dans les news, on peut faire des détecteurs de visage, on peut reconnaître des voitures, on peut faire de la reconnaissance faciale, on peut faire tout ça. Et la question légitime que vous pouvez me poser, c'est oui mais d'accord, mais dans mes petites grilles de convolution qui vont se balader sur l'image, quel chiffre je mets? C'est une question qui est légitime. Et bien aviser la personne qui saura vous répondre. 4. Exactement. Donc en fait, ces trucs-là, on va pas les écrire, ces petites grilles. Ce qu'on va faire, c'est qu'au début, on va mettre de la merde dans les petites grilles. Des nombres un peu aléatoires. Savamment aléatoires, mais aléatoires quand même. Et du coup, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de trouver des bonnes valeurs pour ces valeurs-là. Pour ces petites grilles. Et donc la façon dont on fait ça est relativement simple, c'est comme ça. C'est un algorithme qui s'appelle la backpropagation. En français, dans le texte, rétropropagation du gradient de l'erreur. Donc c'est relativement simple, je pense que c'est limpide pour tout le monde. Pour ceux pour qui c'est pas limpide, en fait, j'ai une représentation schématique beaucoup plus simplifiée, où on prend une image, on la convolue dans tous les sens, on fait passer tout ça. Comme les grilles elles sont totalement aléatoires, au final j'obtiens de la merde, ce qui est logique, hein, bullshit in, bullshit out. Du coup, je calcule une erreur par rapport à ce que je voulais vraiment avoir à la fin. Et en fait, il y a une petite opération mathématique, le gradient, la dérivée, ce genre de truc, qui va me permettre de dire, en fait, si j'ai fait de la merde ici, je ferai un petit peu moins de la merde en bougeant ce petit poids un petit peu en haut, un petit peu en bas. Et on va faire remonter comme ça. Donc là, on va modifier légèrement les grilles des dernières convolutions, puis des avant-dernières, puis des avant-dernières, des avant-dernières, des avant-dernières. Et en faisant ça beaucoup de fois, avec plein d'images, au fur et à mesure, en fait, les petites grilles, elles ont des valeurs qui commencent à avoir du sens et qui font ce qu'on veut. C'est fini pour la partie théorique. Maintenant, relaxez-vous et kiffez les jolies images. Oui, fais gaffe, il y a peut-être des photos du Way. Donc voilà. Donc là encore, c'est une idée, on a balancé cette image de voiture, on l'a balancé dans un convnet qui a appris à faire la différence entre une voiture, un camion, un avion, ce genre de truc. Et puis on voit au fur et à mesure ce que devient l'image transformée par les convolutions. Donc on voit au début ça a du sens, c'est globalement les arêtes, et puis à la fin il reste plus grand chose d'interprétable. Et ça c'est quand même relativement important, ça veut dire qu'au bout d'un moment là on comprend ce qui se passe, et là on comprend plus du tout ce qui se passe. Et en fait c'est de la recherche active d'essayer de comprendre comment et ce qu'apprend un réseau de neurones. Donc c'est vachement marrant parce que je vais vous montrer des techniques avec lesquelles on va manipuler ces valeurs là pour faire des trucs sans jamais comprendre ce qu'elles représentent. Parce qu'on ne sait pas. Donc on va les manipuler, on va jouer avec, on va calculer des stats dessus et tout, mais on n'a aucune idée de ce qu'elles représentent. Et ça, c'est quand même relativement rigolo. Il y a une petite truc aussi que j'ai omis de préciser, c'est que si à un moment donné, on me donne ça, mais juste ça, en fait, je peux inverser mes convolutions et essayer de reconstruire l'image. Puisqu'en fait, j'ai une représentation de l'image quelque part. Voilà, donc ça, c'est relativement important. Donc, le premier truc qu'on peut essayer de faire, c'est justement d'essayer de comprendre ce que les différentes convolutions détectent comme objet. Ça s'appelle de la feature visualization. Et donc simplement, on prend par exemple un convnet qui a appris à reconnaître différents objets, et on essaye de lui dire, ben voilà, génère-moi une image pour laquelle en fait tu serais maximalement sûr que c'est bien cet objet. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va lui dire ici, bah, je veux un score très élevé pour cet objet, et inverse-moi toutes les convolutions, et génère-moi une image. Donc on lui balance une image qui contient rien, et puis itérativement on la modifie pour essayer d'avoir les activations maximales qui correspondent à l'objet. Et on obtient ce genre de truc. C'est pas extrêmement joli. Mais on peut touiller un petit peu et obtenir des trucs comme ça. Voilà. Alors ça pour le détail, pour la petite, c'est un neural net qui s'appelle le VGG16 qui a été entraîné sur ImageNet, et ça c'est des petites visualisations que j'ai faites pour m'amuser, qui sont du VGG et qui sont du coup custom
Voilà. Donc il y a des trucs sympas. Et vous voyez que du coup le neural net, bah, il y a des convolutions qui détectent des yeux dans différentes formes, différents trucs comme ça, des textures de je sais pas trop quoi, de je sais encore moins quoi. Et là j'ai essayé de lui faire générer un truc j'ai essayé de lui dire génère-moi du grille-pain. Et donc on voit effectivement, on voit vraiment les fentes du grille-pain, le bouton du grille-pain, et effectivement du coup il me tapisse l'image de trucs caractéristiques de grille-pain. Ah, tu fais passer là-dedans, il te dit c'est le plus beau grille-pain que j'ai jamais vu, mon gars. Ce grille-pain, c'est genre le plus grille-pain de tous les grille-pains, tu vois, c'est voilà. Et ça obtient, mais du coup, tu verras, on va en parler dans la deuxième partie parce que c'est hyper pertinent comme question. Et oui, effectivement, si tu lui balances ça, du coup, c'est le plus beau grille-pain qu'il a jamais vu. Il a jamais vu un truc qui est autant grille-pain que ça, quoi. Voilà. Très creepy, je l'aime beaucoup. Voilà. Donc là aussi on voit des trucs un peu intéressants, on voit que le neurone il réagit à peu près à deux trucs, enfin la convolution réagit à peu près à deux trucs, à des yeux qui sont méga creepy et des sortes de tentacules, je sais pas exactement, c'est très difficile d'interpréter. Donc voilà. Et du coup avec d'autres filtres on peut y aller, alors effectivement là le gars, donc Mike Chica a rajouté quelques filtres en plus pour que l'image soit un peu jolie, un peu plus jolie, un peu lisse, un peu etc. Donc là il lui a généralement une tarentule, et là c'est des oiseaux dont j'ai... Voilà, c'est quoi comme oiseau? Un pélican, exactement. Voilà, donc effectivement, vous voyez, c'est des pélicans, il y a bien la tête, mais le corps, il n'est pas toujours trop là, où il a des formes bizarres. Mais c'est parce que... En fait, il s'en fout, le neural net, d'avoir un truc qui a une structure correcte. Il veut un truc qui l'excite maximalement, avec vraiment les zones caractéristiques, quoi. Et du coup, on peut continuer à s'amuser. Et vous avez peut-être entendu parler de Deep Dream. Et Deep Dream, bah, ça donnait des trucs. Alors comment ça marche? Avant de voir ce qui se passe, Deep Dream, c'était... On envoie une image dans un neural net, on récupère les activations, du coup ce qui se passe là, quelque part dans le neural net, et on lui dit, tout ce que tu vois, toutes les convolutions qui ont été activées, tu me régénères l'image, mais pour que ça soit activé encore plus. Donc quoi que tu vois, augmente-le. Donc effectivement, si on prend les premières couches qui détectent un peu des angles, et les limites, etc. Voilà, il nous rajoute des petits arrondis partout, des trucs comme ça, etc. Et un museau. Mais c'est relativement important. On peut s'amuser avec une autre image, et au lieu de prendre des trucs relativement bas niveau avec des choses qui vont être du coup petites, locales sur l'image, des choses beaucoup plus profondes, donc il va représenter des choses plus grandes, plus abstraites, plus objets. Et donc je lui balance cette photo là de spaghetti et je retrouve ça. Alors effectivement, voilà, c'est je sais pas si on fait des pâtes bolo avec du chien dedans. Peut-être en Chine. Mais du coup voilà. On obtient ce genre de truc. Et si vous prenez un Deep Dream et que vous lui balancez des images dedans, il vous ressortira toujours des chiens. Il est obsédé par les chiens. Oh putain, il a rajouté la cuillère, c'est génial. Est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi il a rajouté une cuillère ici? Il a vu une assiette. Exactement, il a vu une assiette, il dit pour moi une assiette, il y a une cuillère avec, et il a rajouté. Et j'ai une image que je vous montrerai tout à l'heure où il y a le même phénomène qui se reproduit, qui est hyper intéressant aussi. Mais pourquoi des chiens? Pourquoi partout des chiens? Ouais. Alors, sur internet, il n'y a que des photos de chiens, c'est pas la bonne explication, mais c'est vraiment la très bonne intuition. Oui. C'est pas Google, c'est effectivement la bonne réponse. La bonne réponse, c'est que ce réseau-là, en fait, ce qu'on lui a appris à faire, c'est répondre à un concours de classification d'images qu'on appelle ImageNet, dans lesquels il y a un millier de choses différentes à distinguer. Donc il y a des chaises, des tables, des camions, des trucs comme ça, et 100 trucs différents sont des races de chiens différentes. Donc en gros, il y a une énorme partie de la capacité du réseau de neurones qui est dédiée à différencier les chiens. Pourquoi il y a ça dans ce concours-là? Parce qu'on voulait être sûr que les techniques de classification de reconnaissance d'image qu'on allait mettre au point étaient capables de distinguer des trucs simples, genre une table, un camion, un avion, mais aussi de faire de la classification sur des choses beaucoup plus sensibles, des races de chiens. Donc voilà, donc il y a une énorme partie de la capacité du truc qui est dédiée à distinguer des chiens, donc il est obsédé par les chiens, et du coup tous les neurones, il y a dû y avoir des neurones qui vont s'exciter pour les chiens, et balance-moi du chien, quoi, dans tous les cas.
Alors si vous cherchez sur Google, je ne l'ai pas mis dans les slides pour des raisons évidentes, mais il y a un gars qui a fait de la classification de films de boules avec un truc comme ça, donc du coup il a un neural net qui est entraîné à distinguer des films de boules. C'est pas moi, ça aurait pu mais c'est pas moi. Et non, moi maintenant je fais ça professionnellement. Et en fait, ce qui se passe du coup, c'est qu'au lieu d'être obsédé par les chiens, il est obsédé par d'autres choses. Et il va du coup représenter les images avec ces autres choses. Ça s'appelle Deep Dick Dream, un truc comme ça. Vous pouvez le googler, c'est très... voilà, il y a un Tumblr avec les visuels qui sont assez magnifiques. Voilà. Donc on peut continuer à s'amuser. Effectivement, il y a le phénomène dont on a parlé qui va se reproduire. Donc là, je sais pas ce qui s'est passé. Donc ça, c'est une amie. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a donné son autorisation pour être dans mes slides comme ça, quoi. Donc effectivement, là vous voyez des trucs qui sont relativement intéressants. Vous voyez surtout que le convnet il marche vraiment par local, par région. Et genre là, il a vraiment travaillé sur cette région et cette région un peu séparément. Il s'en fout un peu de la structure. Ouais, il rajoute des toits ici et là sur l'eau de la piscine, je sais pas ce qu'il a fait. Je sais pas si c'est des voitures ou des gens qui dansent. Du coup, ça doit être une route, je sais pas. Et là, sur la chaise longue, il a rajouté quelqu'un. C'est exactement le même phénomène que la cuillère. Moi, sur une chaise longue, dans mon jeu de données, dans mon ImageNet, j'ai pas vu de chaise longue sans quelqu'un dessus. Donc je te rajoute une personne, puisque c'est à ça que je réagis. Donc c'est quand même... Je trouve ça hyper fascinant. C'est un double poulet. Là t'as un arbre chien si tu veux. Là t'as une touffe d'herbe poussin. Enfin il y a quand même quelque chose de pas mal. Et quand même, il y a un truc qui revient souvent, c'est qu'ils galèrent sur les visages. Les neural nets pour générer des beaux visages, il faut vraiment que ce soit spécialisé pour ça, sinon si c'est juste c'est des trucs hyper creepy. Hyper creepy. Donc tout ça c'est bien, c'est très abstrait, mais c'est pas hyper artistique. Et j'ai oublié de lever le logo. Je réutilise des slides comme un lâche. Donc on va essayer de faire des trucs un petit peu plus contrôlés, un petit peu plus jolis aussi, qui vont pas nourrir nos cauchemars. Et donc il y a un papier en 2015 par Léon Gattis qui est sorti, qui s'appelait A Neural Algorithm of Artistic Style, avec mon plus bel accent. Et ça fonctionne à peu près comme ça. Vous prenez une image qu'on va appeler une image de contenu, une autre image qu'on appelle une image de style, et globalement il mélange les deux et il vous fait votre contenu avec le style. Et c'est plutôt classe. C'est plutôt classe. Donc ce truc là, comment ça fonctionne? Je prends mon image de contenu, je la fais passer dans mon convnet, et je récupère une représentation à peu près à mi-chemin. Donc comme ça, je sais à peu près quelles sont les formes, mais elles sont pas vraiment liées vraiment à ce pixel-là, quoi. Faut que ça soit les formes à peu près en gros. Je prends mon image de style, je la fais passer dans mon convnet, et je vais récupérer à plusieurs endroits les représentations, et je vais calculer des statistiques dessus, des statistiques de co-occurrence. En gros, je vais calculer comment les convolutions, elles se comportent l'une par rapport à l'autre. Et ça va me donner des informations, on suppose, telles que, en gros, là, on regarde, les arêtes sont plutôt, enfin les couleurs sont plutôt pas trop en dégradé, mais c'est plutôt des aplats de couleurs. Il y a beaucoup de petits swings, de petits trucs comme ça. Et donc on va calculer ces statistiques-là, et du coup on va prendre une image à la base qui est vide, et on va optimiser cette image pour qu'elle ait la même activation de contenu, mais les mêmes statistiques de style. Et du coup, ça force le réseau de neurones à produire des images comme ça, qui représentent le style. Donc ils vont reprendre un petit peu les éléments locaux du style, mais avec la cohérence globale du contenu. Et donc ça, c'est les images qui faisaient partie du papier initialement. Donc vous avez ça, c'est l'image de contenu. Et à chaque fois, vous l'avez avec l'image de style qui est dans le coin en bas à gauche. Donc maintenant, tout le monde peut faire du Van Gogh chez soi avec une petite carte graphique. C'est plutôt très joli. Et si je vous en ai mis sur Facebook, vous voyez que je passe mon temps à jouer avec cette merde. Donc voilà, c'est quand même relativement joli. D'autres exemples. Alors on n'est pas obligé de lui passer des tableaux. Hein, on peut lui passer des flageolets. On peut lui placer des images de trypophobia. Tu sais, la peur des petits trous. Ça donne un truc relativement sympa.
du feu, des trucs comme ça. On peut le passer, on peut vraiment s'amuser avec pas mal de trucs. Mais les flageolets, c'est quand même vraiment pas mal. C'est quand même vraiment pas mal. Et donc, il est toujours cette même idée, il essaye de représenter l'image avec des éléments de l'image de style. Voilà, tout le monde peut faire du Van Gogh. Du coup, mes photos de vacances, elles ressemblent à ça maintenant, c'est plutôt cool. C'est vraiment une photo de vacances. Ça aussi. Et on peut aller un petit peu plus loin. Ça, c'est si vous êtes aussi bon en dessin que moi, vous pouvez utiliser Neural Doodle. Et Neural Doodle, ce truc-là, vous lui donnez un tableau, vous faites ce qu'on appelle une semantic map, c'est-à-dire qu'en gros, vous reprenez le truc et vous lui dites juste, voilà, alors en gros, je te fais la même chose, mais en bleu, là, ça veut dire c'est de l'eau, en marron, ça veut dire c'est de la terre, là, en gris, ça veut dire que c'est de la roche. Le neural net va prendre en gros la correspondance entre ces trucs-là, et du coup, vous pouvez redessiner une nouvelle semantic map pour avoir un nouveau tableau. Il a remis la lumière. Qu'est-ce que quoi? Oui, il comprend ce genre de truc aussi. Au niveau des ombres, c'est mon la folie. Mais bon, c'est vraiment un truc idiot pour. Alors, j'ai pas lu le papier vraiment, mais en gros, je crois que il reprend effectivement, il calcule les statistiques, mais du coup par couleur, et du coup il reproduit les statistiques par couleur. Donc effectivement, il va lui manquer toutes les notions de structure. Mais j'ai pas lu le papier, ça m'est relativement peu utile. Et on peut aller plus loin. Et on peut mettre Captain America parmi les gladiateurs. Ça, c'est Adobe qui ont sorti ce papier-là, qui s'appelle Deep Pointer Harmonization, qui est quand même vachement stylé. Et le concept, c'est vous prenez un tableau, vous découpez un élément d'une photo, de n'importe quoi, vous le mettez dedans et pouf, il s'intègre directement. Et ça, c'est quand même méga stylé. Donc ça, c'est l'équipe d'Adobe qui bosse dessus, donc dans les prochaines versions de Photoshop, si c'est pas déjà le cas, ce sera dedans, quoi. Comment ça marche? Bah, je prends mon élément, je l'analyse par mon convenet, je prends mon tableau, je l'analyse par mon convenet, et là, je vais pas faire exactement la même chose qu'en Artistic Style, parce que sinon, en fait, comme il calcule des statistiques sur toute l'image, il va se sentir obligé de me rebalancer à peu près tous les éléments de l'image à l'intérieur. Donc ça va pas faire un truc très joli. Par exemple, si on prend une nuit étoilée ici, vous savez, il y a le soleil qui est jaune à un endroit, et puis tout le reste, du ciel est bleu, etc. Et il va se sentir obligé de me balancer du jaune, même si c'est pas du tout approprié, parce que ça fait partie des stats. Donc en gros, on va fonctionner un petit peu différemment, on va fonctionner par patch. Et en gros, je récupère les activations, je trouve les activations qui lui ressemblent le plus dans mon tableau, je swap, et j'optimise. Et donc là, en gros, bah, tiens, à quoi ça ressemble la question. En gros, la question à laquelle ça répond, c'est à quoi ça ressemble ici cet arc de cercle. À quoi va ressembler cet arc de cercle rouge et blanc? Hop, il va le chercher aussi dans l'image et il va remplacer, etc., etc. Il va fonctionner par petits bouts. Et comme c'est pas directement des patchs de pixels, mais des activations dans un convenet, bah, ça va pas produire trop d'artefacts dégueulasses. Et donc, les gens qui ont publié ce papier, ils ont donné d'autres exemples qui sont pas mal. Donc effectivement, ils ont refait la Joconde qui est pas mal. Mon préféré, c'est quand même celui-ci où ils ont intégré les téléphones dans un vieux tableau. Que j'aime vraiment beaucoup. Je suis en train de le recoder, mais c'est relativement long. Donc voilà, et vous pouvez, sinon la version, c'est sur GitHub, hein, tout ce que je vous présente, vous pouvez le trouver sur GitHub en fait. Donc vous pouvez jouer avec, il faut juste un GPU qui tienne un peu la route. Un peu la route. La même équipe, ils ont récidivé, ils ont fait un truc qui était vachement bien. Et ils se sont dit, bon, bah, plutôt que transférer le style des tableaux, est-ce que je peux pas transférer le style de photo à photo et avoir des trucs photoréalistes qui vont pas me déformer mon image? Parce que là, jusqu'à maintenant, ça déforme mon image quand même, pour coller. Et ils ont sorti ça. Alors ça, c'est beaucoup, je me souviens plus comment ça fonctionne, et c'est relativement compliqué. Il y a pas mal d'étapes dans l'algo, etc., etc. Mais ce qu'il faut retenir globalement, c'est que vous avez une image de contenu, une image de style, et vous avez le contenu avec le style. Et là, cette fois-ci, c'est photoréaliste. Il y a une notion aussi où ils vont faire de la segmentation en fonction des objets pour bien transférer les objets similaires avec le même style, etc. Donc c'est beaucoup plus intelligent que juste calculer des statistiques et les transférer. Il va vraiment couper l'image par zone, par région, etc. Enfin, c'est un petit peu plus
un peu plus savant comme truc. Et donc dans les trucs notables, vous avez effectivement la photo de la ville de jour avec une ville de nuit. Bah, du coup, vous avez votre photo de jour mais de nuit, ce qui est plutôt pas mal. Là, il y a un transfert directement de saison. Tout un tas de trucs. Là, la photo, en fait, ce qu'ils ont transféré, c'est globalement juste le contraste, la luminosité, etc., la saturation de l'image pour que mon image était dégueulasse, elle manquait de saturation. Je suis balancé une image avec les couleurs que j'aime bien et paf, ça me fait le résultat. Bon, il m'a changé les nuages aussi au passage, pourquoi pas. Et il y en a un que j'ai pas, qui est pas dans la slide, c'est bizarre, c'est dommage, où en gros je fais du transfert de saison et le style c'est l'hiver. Et du coup dans l'image de résultat il me rajoute de la neige aussi sur le sol et fait ce genre de truc, c'est relativement savant. Non, c'est pas celle-ci. C'est pas celle-ci, même si sur celle-ci on peut effectivement penser qu'il s'est passé des trucs intéressants. Voilà. Pourquoi s'arrêter là? On voudrait avoir encore un petit peu plus de contrôle et on va parler d'un truc qu'on appelle de la traduction d'image. En gros, je vous donne une image dans ce qu'on appelle un domaine, d'un certain type, et donnez-moi une image qui lui correspondrait dans un autre domaine. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors ça je vais en parler après, non je vais pas en parler après. Je vais d'abord vous expliquer comment ça va fonctionner ce genre de truc. Parce que là ce qu'on voudrait quand même à la fin c'est générer des images qui ont l'air d'être de vraies images. Et surtout ce qu'on voudrait faire c'est que c'était vachement bien pour le moment de calculer les statistiques et tout, mais ça répond pas à tous les problèmes. Ça va vraiment correspondre juste au truc où on veut transférer des petites zones locales d'images et qu'avoir un tout cohérent. Donc ça va marcher pour ça, mais ça répond pas à tous les problèmes. Donc on aimerait un truc qui réponde à tous les problèmes, parce que c'est toujours mieux. Et donc il y a un monsieur, un certain Ian Goodfellow en 2014, qui a inventé ce qu'on appelle les Generative Adversarial Networks. Et ça c'est un truc, c'est ce que... à qui ça parle Yann Lequin comme nom ici? Yann Lequin, directeur de recherche chez Facebook, un des premiers gars à avoir bossé sur des convnets, relativement gros nom du milieu, a dit que les Generative Adversarial Networks, ou GAN, étaient une des idées du machine learning les plus intéressantes de la décennie. Rien que ça. Donc c'est Ian Goodfellow qui a eu cette petite idée pendant qu'il était en thèse. Petite idée. Et donc le concept est relativement simple, c'est j'ai des images d'un certain style que je voudrais être capable de générer aussi. J'ai un réseau de neurones qui va apprendre à générer ces images-là, enfin des images dans ce style. Et ça, si on s'arrête juste là, en fait les images sont dégueulasses. Parce que simplement lui dire, il faut que ça ressemble à ces images-là, mais il faut pas exactement que ce soit la même chose, parce que si c'est la même chose, en fait t'as juste perdu parce que je les ai déjà. Donc, on sait pas exprimer ces contraintes-là. Ces contraintes de similarité, mais en fait pas vraiment, etc., etc. Et du coup, il y a un deuxième réseau de neurones qui lui va apprendre à faire la différence entre est-ce que c'était une image, une vraie, ou est-ce que c'est une image générée. Et ils se battent en fait. Et du coup, lui, il veut tromper lui, donc il est toujours forcé de générer des images de plus en plus réalistes. Lui, il veut pas se laisser tromper, donc il est de plus en plus pointu à chaque fois. Et comme ils se battent au fur et à mesure, en fait ils s'améliorent l'un l'autre jusqu'à arriver au moment où les images générées par lui sont indistinguables des images du jeu de données de base. C'est très intelligent, fallait y penser. C'est une zone de recherche très active parce que c'est plein de promesses et aussi parce que en fait on comprend rien. S'il y a encore plein de problèmes sur ces trucs là, mais ça a des belles promesses. Les problèmes c'est... Oui ? Comment tu sais qu'il va pas overfit le training set? Déjà parce que tu espères qu'il est suffisamment gros et qu'il va pas le mémoriser, mais effectivement ça fait partie des... En fait au début on disait ouais en fait le discriminateur va juste renvoyer au générateur de quoi mémoriser le training set de façon... Voilà. Et en fait du coup ce qu'on fait généralement c'est qu'on lui envoie ici un... Alors je vais parler de GAN conditionnel, mais normalement tu lui envoies juste un vecteur aléatoire. Tu dis génère-moi une image. Tu prends un deuxième vecteur aléatoire, tu dis génère-moi une image, tu regardes ce que ça donne. Et après, du coup, tu fais une marche entre ces deux vecteurs au fur et à mesure. Et s'il a pas overfit, tu vois ton image se transformer progressivement de l'une en l'autre, en étant une image légitime à tous les points. Et donc là, effectivement, il a pas overfit puisqu'il est capable de générer toute la séquence d'images entre les deux. J'ai peut-être une image, ça s'appelle une interpolation, et j'ai peut-être des vidéos de ça. Donc voilà, j'ai une petite vidéo qui vous montre un GAN de Nvidia qui est relativement badass, qui vous montre comment se passe l'entraînement de ce truc.
Donc effectivement au début le générateur génère de la merde, et puis le discriminateur lui dit non en fait là ce pixel il devrait pas être de cette couleur, plutôt comme ça, etc. 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 Et au fur et à mesure, le GAN apprend. Alors celui-là est assez caractéristique parce que la raison pour laquelle ce GAN a très très bien marché, c'est justement parce qu'au début on fait des gros pixels, et puis à chaque fois on augmente la résolution de l'image générée. C'est pour ça qu'il s'appelle le progressive GAN. La résolution augmente progressivement. Et à la fin, on se retrouve avec des images de personnes, de gens, en 1024 par 1024 pixels, quand même, qui sont indistinguables pratiquement de vraies photos, quoi. Il y a un GAN qui est sorti là, il y a quelques semaines de ça, super récent, le Style GAN, toujours par la même équipe. Et en fait, il y a un mec qui s'amusait à créer un site web, thispersondoesnotexist.com, que vous avez peut-être vu, et qui fonctionne exactement comme ça. Et voilà, c'est des GAN qui génèrent ça. Donc voilà, vous avez les résultats. Vous voyez, là c'est un petit peu creepy au fur et à mesure. Par exemple, en fait, le discriminateur va corriger toutes les erreurs, toutes les anomalies, tout ce genre de trucs. Si j'ai pas de vidéo d'interpolation, j'en chercherai une rapidement. Voilà. Il me semble que le Style GAN, il y a encore des incohérences, notamment des sortes de symétries qui ne sont pas respectées. Peut-être. Peut-être. L'histoire d'oreille qui disait que la meuf elle avait une d'oreille et pas une oreille. C'est pas étonnant. Comme les convolutions travaillent localement, en fait, d'ailleurs c'est un gros souci effectivement, ça c'est vraiment énorme puisqu'ils ont réussi à générer des trucs qui ont quand même une cohérence globale. Alors que si tu regardes les premiers GAN, le gros problème c'est que tu te retrouvais avec des trucs qui avaient, comme pour ce qu'on a vu au début, hein, qui avaient localement du sens mais qui manquaient de structure. Et par exemple, il y a un truc que j'avais trouvé assez rigolo, c'est qu'à un moment donné, il y avait un GAN, je sais plus lequel, et dans le papier, il y avait une image, vous avez généré un cheval, sauf qu'en fait, il y avait les 4 pattes et des deux côtés, il y avait une tête. Et oui, localement, ça a du sens, hein, c'est le corps du cheval avec la tête, quoi, mais pas censé avoir 2 têtes. Voilà, et c'est quelque chose qui est relativement fréquent, en fait. Voilà, donc oui, c'est pas surprenant. Ils ont inventé à peu près des solutions pour pallier à ce genre de problème, notamment ce qu'on appelle des couches non locales et ce genre de conneries. Bref. Hop, il me faut le focus sur la slide. Alors, pouf, 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 pouf. Du coup, voilà. Au lieu de donner juste un vecteur aléatoire à mon GAN, mon générateur, je peux lui donner une image et lui faire apprendre à traduire ça vers une image, du coup, réaliste. Et les gens qui ont fait ça ont fait un truc qui s'appelle Pix2Pix. Donc je prends une image, j'extrais ses edges et j'apprends à mon neural net à faire la correspondance entre les deux. Et du coup, après, je prends mon neural net, je dessine les edges que je veux et ça me génère ma chaussure, mon sac, mon chat. Alors je l'ai essayé. Je l'ai essayé pour vous, vous pouvez le trouver en ligne, hein, Pix2Pix, vous pouvez jouer avec dans votre navigateur. Il n'y a rien à installer, c'est très bien. Merci WebGL et tout ça. Et du coup, moi je suis pas très bon en dessin, et donc j'ai essayé de générer un chat. Voilà. Si vous fouillez un petit peu internet, il y a des gens qui se sont amusés à faire des chats cubiques, des chats sphériques. Hein, vous savez, pour les physiciens, les vaches sphériques, ce genre de choses. C'est... Ah oui. En supposant une vache parfaitement sphérique et de masse nulle. Bref. Et on est allé encore un peu plus loin. Et il y a des gens du MIT, si je me souviens bien, qui ont inventé le Cycle GAN. Le Cycle GAN, l'idée de base, c'est qu'on prend une image, on la transforme, et on la reprend, et on régénère notre image de base, comme ça on n'a pas bougé. Mais en fait c'est intelligent. L'idée c'est qu'ils avaient un jeu de données avec des chevaux, des zèbres, peut-être c'était des chevals, je fais pas la différence là comme ça, et des zèbres, et ils voulaient apprendre à transformer un cheval en zèbre. Sauf que, contrairement à là, ils n'avaient pas la correspondance exacte, genre exactement le même paysage, avec le même avec l'animal exactement dans la même position, etc., etc., pour apprendre la transformation. Donc il a fallu qu'ils apprennent un truc qu'ils découvrent un algorithme plus intelligent. Et c'est ça qui s'est passé. C'est qu'on prend notre image de zèbre, on a un générateur qui essaye de traduire ça en image de cheval, on a un discriminateur qui dit effectivement c'est une vraie image de cheval ou pas,
Jusque-là, pourquoi pas. Mais jusque-là, il n'y a rien qui empêche mon générateur juste en fait de générer une seule image de cheval, voire pire, de totalement ignorer l'input et de générer des chevaux différents. Donc pour être sûr que le générateur il suive l'input qu'on lui donne, on lui demande avec un second générateur de retransformer ça dans l'image de base. Et comme ça force les générateurs déjà à ne pas ignorer l'input et aussi à faire le minimum de transformations possibles sur l'image. Vous m'avez suivi? C'est bien. Et du coup, alors en plus, du coup, on a les deux transformations pour le prix d'une. Je peux transformer mes zèbres en chevaux, mes chevaux en zèbres. Deux transformations pour le prix d'une. Et du coup, on peut se retrouver avec exactement la même chose qu'on avait avant. On peut transformer effectivement des photos en tableau, mais également, du coup, le tableau en photo. Gratuit. Là, l'exemple qui est dans le papier, effectivement, donc chevaux en zèbre, zèbre en chevaux, et puis hop, les saisons. Et on verra des applications dans la seconde partie qui font beaucoup plus peur que ça. Parce que là, pour le moment, c'est mignon, c'est artistique. Ils ont continué à s'amuser un petit peu, et puis il y a du GTA vers un jeu de données, d'images, de photographies de villes réelles. Donc vous avez la traduction photoréaliste de GTA. Ce genre de choses. Alors, quand j'ai utilisé ces slides à la base, c'était hyper récent, ça datait d'il y a 2 semaines avant, donc maintenant ça fait peut-être 1 mois et demi, 2 mois, un truc comme ça. Plus. Quelle conf? Celle que j'ai faite à Dame? C'était un... Ah putain, c'est vrai, c'était l'année dernière? Ah merde! Ah oui, c'est plus vieux que ça. Je vois pas le temps passer, c'est affreux. Donc maintenant c'est plus tout récent, mais ça s'appelle Everybody Dance Now. Et l'idée est relativement simple, c'est qu'on prend une vidéo de quelqu'un qui danse, on extrait un squelette, toujours avec des neural nets, et on apprend du coup à un GAN à faire la correspondance entre une image et le squelette. Et du coup, voilà ce qui va se passer. Ah merde, hop. Donc voilà, quelque chose qui vient de Berkeley. Donc vous prenez quelqu'un qui danse, vous bougez un petit peu comme un idiot, et du coup il transfère du coup le squelette sur vous, et maintenant vous êtes capable de danser. Je travaille secrètement sur une application pour me transformer en camgirl et gagner de la thune comme ça. Mais, deepfake, mais j'en parle plus tard. J'en parle plus tard. Voilà. Alors on voit, si vous regardez bien, les mains c'est extrêmement difficile à modéliser pour un convenet. Donc il y a beaucoup d'artefacts sur les mains. Ils utilisent pour le visage, à chaque fois j'ai dit le visage il a énormément de mal. Et là le visage est très beau. En fait ils ont un convenet qui est dédié au visage. Donc c'est comme ça qu'ils font. Donc voilà, vous bougez comme un idiot et puis à la fin... Et la nana qui fait de la danse classique, c'est juste effrayant à quel point c'est bluffant quoi. Alors celui-là est pas open. Ah si, il y a peut-être quelqu'un qui l'a réimplème depuis. Et je crois que... Ouais, je crois que j'ai vu passer ça rapidement. C'était quelle boîte déjà qui avait fait ça? C'est Berkeley. Berkeley, hein. Voilà, ça je peux. Ça je peux plus. Ouais, éthiquement, c'est un carnage dans ce genre de truc. Mais fake news, je vais en parler juste après. En sécu, tu vois. Je me rappelle le d'accord. Ça fait 6 mois, facile 6 mois. Ça fait 6 mois. Son deck, hein. Ah putain. Mois, mais ça fait horizon 6 mois. Hein. Putain, mais j'avais l'impression que c'était en début d'année, mais en fait non. Non, pas du tout. C'était automne. Ah putain. Automne 2018. Ouais, t'as raison. C'était pas du tout en début d'année. Hiver 2019, hein. Je vais chialer. Voilà. Globalement. Je vous laisse la vidéo jusqu'à la fin ou je passe? T'avais parlé de la danse classique qui était pas mal. Ah oui, ça va venir alors. Du coup voilà, je pense... Bah c'est les deux chercheurs qui ont mis au point l'algo.
Le papier est plutôt lisible. Comparativement au papier de vide to vide qui est incompréhensible. Tu l'as regardé vide to vide? Le papier? Péter un câble. J'ai Putain. essayé par curiosité en mode ancien CIA TKT. Je peux aller passer l'abstract. T'as vu, c'est des neural nets qui génèrent des résiduels par rapport à ton image, mais résiduels temporels aussi. Mais... Je m'étais basé, j'essayais de comprendre ça à base de onglettes de art, tu vois. Il y avait une notion qui ressemblait un peu, tu sais, les art-like features. Ouais. Mais en fait, non. Voilà, danse classique. Donc vous enregistrez, vous faites ça. Et maintenant vous faites ça. Et alors ce qui est stupéfiant aussi, c'est que si vous regardez les ombres, elles collent. Le neural net a compris ça tout seul. Parce que tu sais, à l'époque, le gros algo de détection des visages, c'était le Viola Jones. Ouais, Viola Jones. Et qui était basé justement sur les art-like features, les onglettes de art. Et il me semble qu'ils avaient réutilisé ça, enfin, plutôt que le CNN, enfin le GN, avait instinctivement redécouvert la notion d'onglettes de art. Je suis... Ok, faudra qu'on en discute. Donc voilà, plutôt pas mal. Et puis comme j'ai un peu plus de temps, que c'est un talk que j'ai déjà fait mais que j'ai plus de temps, je voulais aussi vous montrer ça, le StackGAN, qui lui génère des images à partir d'une description textuelle. Et ça c'est plutôt badass. Oui, what? T'es en train de... Ce qui se passe, c'est que je marque la mer de Vermeil. Alors pour le moment, le StackGAN, les jeux de données qui existent avec du texte et des images, c'est sur des oiseaux et des fleurs quoi, mais... c'est déjà énorme, c'est incroyable déjà. Et là effectivement, vous allez me dire, il n'y a pas trop de problèmes de structure, mais en fait si, là il y a un piaf avec un bec là et un bec là. Mais globalement c'est plutôt cohérent, et l'astuce qu'ils font, c'est qu'en fait ils génèrent une petite image, comme ça avoir la structure juste sur une petite image, c'est pas trop dur. Et ensuite, ils la refont passer dans un autre générateur qui lui doit faire le passage, en gros ils remettent l'image en plus grand, ils envoient cette image en plus grand dans un autre générateur qui lui doit juste peindre les détails qui manquent. Voilà. La branche a des becs aussi, c'est très possible. C'est très très possible. Voilà. Et là c'est le StoryGAN. Alors c'est pas encore dingue, mais globalement c'est encore la même idée. C'est que du coup il y a une histoire avec plusieurs phrases et il essaye de traduire chacune de ces phrases dans une image. Ça m'a pas l'air d'être un challenge qui rassemble beaucoup de chercheurs, mais je vous l'ai mis par souci de... En fait parce que j'aimais bien Pororo et Krong. Voilà. Et là pour le coup l'algo commence à être vraiment velu parce qu'il y a plus les phrases récupèrent le contexte des phrases d'avant, etc., etc. Donc ça commence à être un petit peu plus complexe quoi. La suite c'est quoi? Alors creation from textual description, je viens de le montrer. Bah ça, au moment où j'ai fait de ma slide du coup en automne dernier, bah c'était vrai, c'était encore un besoin. Maintenant si vous regardez un algorithme qui s'appelle Vid2Vid qui fait de la traduction vidéo vers vidéo, comme Pix2Pix qu'on a vu avant, bah la cohérence temporelle elle est juste merveilleuse. Cohérence temporelle ça veut dire qu'en gros les images elles tremblent pas d'une image à l'autre et que c'est bien fluide et que les couleurs restent bien les mêmes, etc. Enfin voilà. Il y a encore quelques artefacts qu'on va essayer de supprimer, mais globalement je pense que pour supprimer ça il faut juste des machines plus grosses et mettre plus de convolutions dans les convenettes. Les challenges algorithmiques effectivement ils sont là. Plus de conditionnement pour être capable de maîtriser encore plus ce qu'on génère, avoir encore plus de contrôle dessus, soit par le biais d'apprentissage, soit en comprenant ce qui se passe à l'intérieur. D'ailleurs si vous recherchez il y a un truc qui s'appelle GAN Dissection, où il y a des gens qui se sont amusés à essayer de comprendre dans les GAN les convolutions, ce qu'elles font, comment elles fonctionnent, ce qu'elles apprennent et tout. Et du coup en fait vous avez votre image et vous pouvez dire bah, dessine-moi un arbre ici, et en fait il va activer les convolutions qui sont responsables de la génération d'arbres et ça va générer un arbre à cet endroit là, etc. Ça c'est plutôt bien. En génération de musique, il n'y a pas trop de gens qui travaillent dessus pour ce que j'en sais. Même génération d'audio. Oui, il y en a, mais pas des masses. Oui. Ça génère des... Ouais, mais avec des neural nets. En fait, j'avais fait mon PF2E sur la génération procédurale de musique. Ouais. Et en fait, l'état de l'art, à l'époque, ça a sûrement changé. C'est WaveNet maintenant, parce que j'en sais. TKT, c'est formulaïque. Donc en fait, tu avais plutôt des algorithmes qui apprenaient l'harmonie fonctionnelle. D'accord. Et soit parce que tu lui enseignais explicitement, soit qu'il a redécouvert par rapport à Mozart, ce qui représentait ce que les humains ont fait. Parce qu'on a découvert l'harmonie fonctionnelle à base de Bach, de Mozart, Ouais. de Beethoven. Et tu arrivais à avoir des trucs. Alors le problème, c'est que c'était de la musique très formulaïque qui passe à la radio, mais qui va pas casser des briques. Mais tu pouvais lui donner les Beatles, et grosso modo, il t'inventait une chanson des Beatles.
Ouais. Alors maintenant, pour ceux qui voilà, que ça intéresse, ouais. Magenta, ça me dit rien. Ok. C'est TensorFlow qui a développé, il me semble que c'est une lib pour générer de la musique. Tu passes la musique et il génère de la... Je jetterai un œil. Pour générer de la musique, il y a deux approches globalement. C'est soit vous essayez de générer une partition, donc c'est symbolique. Vous essayez de générer une partition et puis derrière, quelqu'un qui joue, vous le passez dans un truc MIDI et puis voilà. Ou alors vous essayez de générer directement l'audio. Et ça, c'est plus challenging. Et il y a des gens qui se sont amusés à faire ça. Ça date de 2016 maintenant, je crois. Autant dire la préhistoire. C'est Dadabot. Vous cherchez ça. Ils ont généré du Beatles-like. Ils ont généré... le premier truc qu'ils ont sorti, c'est du black metal. Du coup, ça a un son de chiotte, mais du coup, ça colle parfaitement. Ils ont généré du Meshuggah. Pour ceux qui écoutent du métal, ça marche très très bien aussi. Parce que, comme d'habitude, on a vraiment... la sensation que c'est bien l'artiste, la sensation que c'est bien de la musique, mais comme tout là où on a la sensation que c'est bien des images parce que la texture est bonne, mais la structure et la cohérence globale, elle n'est pas là du tout. Et Meshuggah, c'est très déconstruit comme musique, donc ça colle très très bien. Mais sur les Beatles, ça fait bizarre, ce genre de truc. Voilà. Donc Dadabot, vous pouvez trouver ça sur Bandcamp, ils ont leurs albums qui sont vraiment sympas. Voilà, merci d'avoir écouté la première partie. Est-ce que vous voulez la deuxième partie? On va parler de déclencher des conflits géopolitiques. Oui, vous avez des questions? Ouais. Là. Est-ce qu'il y a des questions sur le stream? Aussi. Ma première question était, il y a besoin d'un premier réseau entraîné. Et à chaque fois, on a un réseau qui est entraîné pour les besoins. Donc bon, je fais exprès de poser un peu la question un peu con. Donc ancien SCIA, je sais ce que c'est que la curse of dimensionality, bien sûr. Mais dans quelle mesure on peut imaginer une sorte de base de travail générique sur étagère qui n'aurait pas ces influences, qui ne verrait pas des chiots partout, qui ne verrait pas des yeux partout, et qui pourrait un peu servir pour un cas générique. Tu connais la réponse à la question que tu poses ou... Non, mais j'ai les théories qui m'auraient tendance à dire que c'est pas possible. Je voulais savoir si justement maintenant ça l'est. Alors ça s'appelle du transfer learning et c'est une des techniques de machine learning les plus efficaces aujourd'hui. L'idée étant qu'effectivement, si tu prends ton convenet, je veux juste une image de convenet parce que j'aime bien parler avec les mains. Voilà, hop, ça fera l'affaire. T'as ton convenet et puis t'as plusieurs convolutions, plusieurs couches de convolutions. Et les premières, on en a dit, c'est des petits détecteurs très locaux. Et en fait, ça c'est totalement générique. Et derrière, ça récupère aussi quelque chose, mais qui sont générales pour globalement toutes les images naturelles. Et c'est que vraiment vers la fin que tu as de la spécialisation sur certains types d'objets, certains trucs comme ça. Donc en gros, ce que tu fais, si tu veux faire un classifieur rapidement, c'est que tu abandonnes juste les dernières couches et t'entraînes juste celle-là. Voire même, t'entraînes juste le petit classifieur à la fin, les dernières couches linéaires. Et en fait, il va quand même se démerder pour représenter ton truc en disant ouais, c'est un truc que j'ai jamais trop vu, mais en gros, en fait, ça va être une combinaison linéaire de chiens et de machin, et puis t'auras ton dindon, quoi. Mais représenté avec ce qu'il connaît déjà. Ce sera pas optimal comme si tu l'avais entraîné from scratch, mais ça marche déjà très très bien. Ça marche déjà très très bien. Donc ça, pour toutes les techniques que j'ai expliquées, de style transfer et tout, ça marche très bien. Pour les GAN, par contre, tu démarres toujours from scratch. Ça c'est fondamental, puisque du coup sinon t'en as un qui démarre avec une connaissance largement supérieure à l'autre, et en fait t'as des problèmes d'instabilité et ça s'écrase. Et t'as zéro transférabilité sur les GAN pour le moment. Mais ils essayent de faire des GAN qui vont générer du ImageNet, et dans l'idée ce serait transférable, mais la théorie est pas encore trop là, et la pratique est pas encore là non plus. Donc les GAN c'est toujours from scratch. Ce qui est du coup lourd, parce que si tu veux faire de la classif, tu récupères un neural net et en quelques minutes tu entraînes ton neural net sur tes 300 images, quoi. Ton GAN c'est toujours des heures et des heures et des heures, voire des semaines de calcul pour ta nouvelle application. Voilà. D'autres questions? Mais ils s'en servent, ils font ça. C'est de la data augmentation et ils s'en servent. D'autres questions? Ouais. Ma question est peut-être un peu con, mais par rapport à l'histoire des chiens, parce qu'il y a trop de chiens sur ImageNet par rapport aux autres, enfin proportionnellement, il y a peut-être des gens qui l'ont fait, mais ce serait pas possible juste de réentraîner Bien sûr. ImageNet sans, avec une sorte de proportion équitable de chaque type. Bien sûr. Je sais pas.
Je sais pas si des gens l'ont fait, parce que avant de considérer que c'est un problème, faut vérifier que c'est un problème. Et je suis pas au courant que ce soit vraiment un problème. Il y a plus d'images de chiens aussi, parce qu'il y a à peu près le même nombre de classes par image. D'images par classe. Je crois qu'il y a un millier de... Il y a beaucoup plus d'images. Oui, du coup comme ça, effectivement. Je suis pas sûr que ce soit un problème en fait pour les applications pratiques. Le transfert, la feature visualization comme je fais là où les chiens apparaissent, bah, c'est juste au final pour voir ce que le neural net a appris. Il n'y a pas de vraie application que je connaisse basée là-dessus. Donc en fait tout le monde s'en fout. Et dans les autres cas pratiques, le fait qu'il y ait beaucoup de chiens, en fait ça nuit pas. Donc voilà. Mais peut-être qu'il faudrait essayer et dire en fait pour tout le reste que des chiens, sans entraîner sur les chiens, hein, bah, j'ai des meilleurs scores. Ce sera vérifié. Aussi. Putain, ça fait du bien. D'autres questions sur... Ouais. Je vais sûrement dire une connerie. Non, que je dis une connerie. T'inquiète, je dis plus de conneries en une journée que toi en un an. Bon, mes couilles. On va entendre que je dis une connerie, mais c'était justement, je réfléchissais par rapport à la temporalité. Ouais. On devait être sur le Slack, on en parlait à Valentin, Mhm. à Nitnolav, et il avait glissé l'idée des LSTM, les Long Short Term Memory, pour la notion de temporalité, justement pour avoir une structure, bon, ici dans un sens temporel, pas dans un sens géographique. Typiquement, je repensais à la musique. Dans quelle mesure, j'ai du mal à me rendre compte, les GAN ou assimilés sont pluggables dans on va dire, des frameworks conceptuels de machine learning existants, typiquement pour le plugger sur un LSTM ou sur un HMM ou ce genre de conneries, ou bien c'est vraiment un truc tellement à part, tellement différent que ça n'a pas de sens d'introduire ça. La question est relativement complexe. C'est très très loin d'être une connerie. Pour ma défense, je suis bourré. Alors pour ce qui est... Déjà, tu as évoqué les HMM. Juste, dès que tu manipules des convenettes, il faut que tout soit différenciable. Donc ça, puisque ton gradient, il faut qu'il back propre au travers du truc. J'ai pas vu de GAN mélangé avec des LSTM. Ça veut pas dire que ça n'existe pas, ça veut dire que j'en ai pas vu. Ce qu'ils font pour la temporalité, globalement, en gros, c'est qu'ils font un GAN aussi temporel sur voici 2 frames successives. Est-ce que c'est 2 frames successives réels ou 2 frames successives générés? Et donc du coup, ça force aussi le GAN à générer temporellement quelque chose de cohérent. Voilà, c'est ça que j'ai vu pour la temporalité. Pour tout ce qui est séquence, les GAN ne marchent pas du tout en génération de texte, pas du tout. Mais c'est pas un problème de séquence, c'est plus un problème de discrétisation, puisqu'au final, tu génères cette lettre ou celle-là. Donc l'output est discret, et je crois que c'est ça le problème. Et j'ai pas vu de GAN en audio, mais j'ai pas trop cherché non plus. Non, je crois que l'approche qui marche le mieux pour le moment, c'est WaveNet de Google, et que c'est pas un GAN. Mais je ne vais pas m'exprimer sur tout ce qui est trop temporel. Je te dis juste que vide to vide, globalement, c'est 2 images successives, et le GAN, c'est discret. Entre guillemets, c'est vision court terme, quoi. C'est vraiment une frame Ouais. sur une frame. Ça va pas te détecter un pattern, on va dire. Ça peut pas te détecter couplet refrain, par exemple. Non. Après, tu pourrais peut-être faire une pyramide de temporalité, de représentation temporelle. Effectivement, ouais. De toute façon, dès que tu stacks ou que tu fais des pyramides, il commence à se passer des trucs intéressants. Mais après, il faut le hardware pour faire suivre ça derrière, quoi. C'est pas... Je te remercie beaucoup. Non? Pas de questions en ligne? Vous voulez une pause avant la suite ou pas? Allez. Non? J'ai entendu un non et j'ai entendu des oui. C'est le oui qui l'emporte.